Donc cette matinée va se dérouler en 3 temps. Donc un premier temps, donc c'est une plénière autour de qu'est-ce que l'Industrial Internet of Things ou l'industrie du futur, avec une vision nationale, de grands groupes, de start-up, de PME, et également une vision européenne, donc au travers de Chris et Efra. Et on abordera différents enjeux, les questions, et puis aussi des retours d'expérience très concrets que les uns et les autres ont pu mener au sein de vos groupes respectifs. Dans un deuxième temps, on est sur une réflexion beaucoup plus européenne, internationale. Donc on aura une présentation d'un projet européen qui s'appelle Factory 4.0, qui s'inscrit dans un grand programme régional Interreg avec la Flandre, la Wallonie et les Hauts-de-France. Donc dans le cadre de ce qu'on appelle GoToS3, enfin c'est très compliqué tous ces acronymes, mais on va vous les présenter. Et enfin, on aura, comme je vous ai inscrit une vision européenne, on aura également une présentation d'un centre espagnol autour de l'industrie du futur qui s'appelle IMEN. Et puis notre invité d'honneur, donc Yann Akyildiz, fera une synthèse et une présentation un peu sur la vision industrie du futur au niveau américain et puis la synthèse de la matinée. Voilà dans un premier temps. Et cet après-midi, donc nous aurons un ensemble d'ateliers qui découleront de ces plénières. Il y a une partie des conférences qui sont en anglais, donc vous avez des casques à l'entrée, n'hésitez pas à les récupérer. Et pour ceux qui ne parlent pas français, donc vous avez aussi des casques pour les traductions en anglais. Merci. Ce que je vous propose, donc on va lancer... voilà le micro. Pascal. Voilà. Un premier tour de table. Chacun peut se présenter en 5 minutes. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc Pascal Orin, Bosch France, et je suis en charge de l'industrie du futur 4.0 pour Bosch France. Bonjour, je suis Olivier Siroki, je suis le délégué à la sécurité numérique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour les Hauts-de-France. Abdallah Haas, je suis le président fondateur de la société ProSyst. C'est une société qui travaille dans le domaine de la performance industrielle, donc c'est-à-dire tout ce qui est conception d'automatisme, simulation, diagnostic et tout ce qui a trait à l'amélioration de la performance. Bonjour, Chris de Kubber de EFRA, European Factories of the Future Research Association. C'est le partenaire privé dans le partenariat public-privé Factories of the Future au sein de Horizon 2020, programme européen. Bonjour Gaëtan, je travaille chez Airbus. Je suis en charge de l'industrialisation des objets connectés donc, pour le groupe. Bonjour, Raphaël Boissonnade. Je travaille pour Thales Alenia Space. Je suis en charge de l'innovation pour le secteur d'assemblage, d'intégration et de test des engins spatiaux et technologies spatiales. Merci. Je suis désolé, on a 2 micros, c'est à cause des traductions. Comme j'ai que 2 personnes derrière, sinon plus je rajoute 2 micros, plus il me faut des traducteurs. Et là, j'ai des budgets qui sont limités. Plus sérieusement, donc, en tout cas, je vous remercie tous de vous prêter au jeu de cet échange, de cette matinée. Mais généralement, la première question, c'est quoi l'industrie du futur? C'est quoi l'Industrial Internet of Things? C'est quoi la robotique collaborative? On l'a un peu évoqué, un des piliers. C'est quoi la vision et les priorités de grands groupes tels que le vôtre? Je vais commencer par Bosch. Donc la vision et les priorités en termes d'industrie du futur, et c'est quoi? Alors pour le groupe Bosch, pour faire une introduction très rapide sur le groupe, donc le groupe Bosch c'est un géant, on peut l'appeler comme un géant parce que c'est 390 000 personnes, c'est 73 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et pourtant, bien Bosch, Bosch c'est rapidement pose la question sur tout ce qui est problématique d'Internet des objets ou Internet of Things. Et ça, depuis les premiers signes sont apparus il y a environ une quinzaine d'années. Et j'ai une petite histoire assez intéressante à vous évoquer ce matin par rapport à ça. Et donc la stratégie depuis 5 ans pour Bosch, c'est vraiment la connectivité à tout va.
Je ne vais pas vous reparler de l'effet Kodak, etc. Mais pour Bosch, c'était en France notamment, hein, si je m'intéresse uniquement au niveau de la France, c'était il y a 12 ans, sur un appel d'offres d'une entreprise qui s'appelle Renault, donc bien connue, et sur une génération de Scénic. Renault avait fait un appel d'offres sur ce qu'on appelle le car multimédia, donc c'est l'écran qu'on retrouve au milieu de la voiture, hein, donc il faut se remettre 12 ans en arrière. Et Renault avait consulté bien sûr Bosch, consulté Valeo, l'ensemble des équipements automobiles classiques. Et Bosch, il y a 12 ans, nous avons perdu le dossier, nous avons perdu l'affaire, mais au même titre que les Valeo, que les Continental, l'ensemble de ces types de prestataires. Il faut se remettre 12 ans en arrière. Qui avait pris le marché? C'était TomTom. Souvenez-vous, TomTom, il y a 12 ans, c'était la référence du GPS. Tout le monde voulait avoir un TomTom dans sa voiture, donc c'était à l'époque encore extérieur. Et ce que ça signifie, simplement, pourquoi cette petite histoire? Ça signifie déjà, il y a 12 ans, Renault avait déjà cette vision-là, n'avait pas acheté un device, n'avait pas acheté un hardware, ils avaient acheté de la donnée. Et la connectivité, c'est ça. La data, c'est ça. C'est-à-dire que pour Bosch, l'enjeu était vraiment primordial, voire vital, de dire, il faut que j'aille dans la connectivité, puisque demain, si je ne vais pas dans cette voie-là, j'aurai un prestataire entre moi et mon client, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'automobile rang 1. Je ne serai plus en contact direct avec Renault, je serai en rang 2. Et entre les deux, j'aurai peut-être un des GAFA, une start-up. Et si vous perdez la liaison directe avec votre client, mais vous parlez de la valeur, vous parlez le contact avec le client, mais surtout vous parlez de la valeur. Donc c'était l'un des points de départ, notamment au niveau français. Et pour Bosch, donc, ça rentre dans sa connectivité globale au niveau de la stratégie. Donc au niveau du groupe, la stratégie, elle est simple. C'est pour le groupe Bosch et tout produit devrait être connecté à Horizon 2020. Donc on vient du hardware, on a 270 usines à travers le monde, on est un manufacturier, hein, on fabrique des pièces, on a des machines, mais clairement tout produit devrait être connecté à Horizon 2020. Et c'est une question de survie, et je pèse le mot, c'est une question de survie. Donc on a adapté une stratégie depuis 5 ans qui est ce qu'on appelle le 3S, et tout produit qui sortira chez Bosch à Horizon 2020 devra avoir un minimum un sensor, donc quelque chose capable de prendre de l'information, un software, hein, quelque chose capable d'analyser, je ne parle pas d'intelligence artificielle, à un moment quelque chose d'analyser, et un service associé, et ça c'est essentiel. Donc avoir quelque chose, la valeur, donc le service associé. Et si on n'a pas ça, les produits, ça sera du no-go. Il n'y a pas de produit qui sortira de chez Bosch. Et Bosch va dans une boîte, on va dire, on devient de plus en plus une entreprise de logiciels. On a créé notre propre cloud, donc notamment pour un cloud en Europe, et éviter qu'il soit obligatoirement aux États-Unis chez les GAFA. Donc ça, c'est essentiel pour la sécurité de données, pour au niveau législatif, ça rentre dans le cadre européen. Et aussi un changement de mentalité qui est on passe d'un We Are Bosch, un sentiment d'appartenance, à un We Lead Bosch, où l'Internet des objets, tout ce qui est connectivité, c'est aussi un changement de culture au niveau de l'entreprise. Donc de plus en plus, on va vers le We Lead Bosch. Et dernier point, par rapport à la vision, je vais aussi donner un exemple. J'ai parlé de la partie Renault. Je vais prendre aussi un exemple aussi très français, mais et après, si vous laissez sur le slide, et après j'aurai fini. Un très très français, qui est une entreprise de groupe Bosch qui est à région parisienne, qui s'appelle Helme Blanc, qui fait des chauffages. Et il y a 5 ans, cette entreprise du groupe Bosch, elle était satisfaite quand nos clients avaient chaud. C'est-à-dire, voilà, cette entité du groupe Bosch vend des chaudières, et notre satisfaction client, c'est lorsque nos clients avaient chaud. Aujourd'hui, ce n'est pas que ça. Toutes les chaudières de cette filiale du groupe Bosch, elle est hyper connectée. Elle est connectée lors de son manufacturing, donc là, c'est ce qu'on appelle le 4.0. Hein. Elle remonte de la data en termes de qualité, en termes de process, on sait quelle machine a fabriqué quoi, etc., etc. Mais elle continue d'être connectée lorsqu'on la livre à votre installateur, à votre plombier, à votre chauffagiste. Donc on sait qui l'a installée, comment elle est installée. Après, elle est connectée avec vous, classiquement, par rapport à votre smartphone. Vous êtes capable de la piloter, votre chaudière, à distance pendant que vous êtes ici pour régler la température. Mais elle est connectée aussi avec nous. Et lorsqu'elle tombe en panne, on le sait. On sait intervenir par rapport à cette chaudière-là. On sait quelle pièce est tombée en panne. Donc on sait livrer la bonne pièce le lendemain matin au réparateur pour qu'il puisse vous la réparer le lendemain matin. Et elle continue à être connectée puisqu'elle commençait à être prédictive, donc à faire de la maintenance prédictive. On va savoir 2 jours avant quelle pièce risque de tomber en panne, donc pour anticiper vos pannes. Et aussi, elle continue à être connectée puisque cette chaudière remonte de la data
pour notre service R&D, pour que la prochaine génération de chaudières soit plus performante. Voilà en plusieurs mots, mais on va l'ensemble de la vision du groupe Bosch par rapport à tout ce qui est connectivité. Merci. Donc, un mot à retenir, 3S. C'est ça. Un mot à retenir qui est 3S. Oui, c'est ça. C'est surtout ça. Thales Alenia, moi je connaissais Thales plutôt le côté numérique pur. Je ne connaissais pas Thales Alenia Space, donc le côté satellite. Et tout à l'heure, Yann Akyildiz, donc notre invité d'honneur, évoquait l'Internet des satellites, au-delà de l'Internet des objets, l'Internet des satellites. Donc, qui est Thales Alenia et quelle est la vision également pour vous en termes d'industrie du futur? Alors, je vais prendre un peu de recul par rapport à l'Internet des objets, puisque Thales Alenia Space, en fait, est depuis le début des années 2000 très présent sur le domaine de l'industrie spatiale satellitaire, en particulier pour les constellations. Autrement dit, on a fait un certain nombre de constellations, Globalstar, O3b, Iridium, etc., qui nous ont permis d'avoir une certaine expérience dans ce domaine. Alors, ça nous a montré principalement que le marché changeait, c'est-à-dire qu'on n'était plus sur des offres classiques. Les principaux changements visibles maintenant sont portés sur l'arrivée des méga constellations. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous? Pour nous, ça change en particulier l'architecture de notre offre, c'est-à-dire qu'on est amené à faire de l'offre plus en série, en volume. On essaye aussi de faire beaucoup de réutilisation de composants sur étagère. Encore une fois, je l'expliquerai après, c'est aussi pour gagner de la compétitivité et conserver des marges. Et surtout, on a des critères de choix qui s'installent beaucoup autour du prix au kilo. Donc ça a beaucoup de sens dans le sens où on commence à faire du volume. Ça, en fait, c'est lié quelque part à la stratégie des opérateurs qui se répercute sur notre activité directement. Et en particulier, un des facteurs aujourd'hui est le time to market, c'est-à-dire pouvoir s'adapter très rapidement, pouvoir évoluer très rapidement. L'équation financière aussi est un enjeu majeur, dans le sens où il est important qu'on dégage des marges, des profits, mais que ce soit quand même en réponse avec la demande du client. Et bien sûr, la refonte totale de la supply chain pour avoir de la visibilité et de la maîtrise. Si on regarde derrière ce que ça donne sur la slide suivante, qu'est-ce qu'on attend de l'usine du futur? Principalement 5 éléments. Rester agile, c'est-à-dire savoir s'adapter très vite aux marchés qui sont très changeants. S'adapter aussi aux besoins spécifiques des clients. Alors là, on est typiquement sur la mass customization. Voilà, un oxymore très connu, hein, mass customization, où effectivement on retrouve le fait qu'on produit en masse et en grand nombre, mais que le client souhaite aussi avoir de l'adaptation, de l'adaptabilité. Rester compétitif, là encore, je le disais tout à l'heure, l'équation financière, elle doit être aussi intéressante pour nous. Parce que l'offre s'est mondialisée, donc la concurrence est beaucoup plus compliquée. Et puis parce que les nouvelles technologies en particulier, permettent de tirer les prix fortement vers le bas. Ça, c'est très important. Ensuite, rester attractif. L'usine du futur, c'est aussi la capacité de montrer que notre industrie est capable de s'adapter, notre volonté de changer. Et ça, pour nos clients, c'est aussi c'est de l'image de marque qu'on essaie de mettre en valeur. Le 4e point, c'est maîtriser l'information, bien sûr, parce qu'on a un gros volume d'informations. Il faut à la fois la gérer, la stocker, mais il faut aussi l'interpréter. Donc ça, c'est le développement des nouveaux outils, comme par exemple les outils d'intelligence artificielle ou de machine learning. Et enfin, des contraintes qui sont écologiques, sociologiques, mais aussi réglementaires, parce que quand on va dans les nouvelles technologies, quelque part, on rompt les frontières, on dépasse les frontières connues, et donc on est obligé aussi de travailler avec de construire les nouvelles lois ou les nouvelles réglementations.
Et enfin, un slide qui permet de voir je dirais la vision des différentes technos de l'usine du futur adaptées à notre processus industriel, sachant que chez Thales Alenia Space, on va de la vente, de la définition jusqu'à la fabrication, les tests et le support en orbite. Donc on voit bien qu'il y a des éléments comme la convergence numérique, la fabrication additive, qui sont des éléments très, très porteurs pour nous, les technologies logicielles avancées, comme le machine learning, le deep learning, qui interviennent plutôt sur la fin du cycle, et les objets connectés, bien évidemment, l'objet de cette conférence, et puis surtout la robotique et la cobotique. Il faut savoir qu'on est impliqué aussi avec le CITC et l'ENSAM et d'autres partenaires européens, 11 partenaires européens, dans le projet Colrobo, dont vous avez le kakémono sur le côté. Là. Voilà. C'est notre approche de l'usine du futur et nos attentes de l'usine du futur. Merci. Donc on voit que l'usine du futur impacte également les satellites. Airbus, on va revenir un peu plus dans le ciel, plus que dans les nuages. C'est quoi pour vous justement la vision et les priorités chez Airbus en termes d'industrie du futur, et quels sont aujourd'hui vos projets que vous êtes en train de mettre en place pour progressivement? Alors, pour resituer un petit peu Airbus, voilà, dans le contexte, Airbus, en tout cas le groupe, c'est des avions, des hélicoptères, des lanceurs, des satellites, des avions militaires. Donc c'est tout ce qui a trait à l'aéronautique. Hein. C'est 150 000 employés, c'est une grande entreprise européenne avec des antennes partout dans le monde. Et l'un des premiers enjeux qu'on a identifié au niveau de l'Internet des objets, c'était véritablement de se dire comment un grand groupe industriel comme le nôtre peut faire une transformation digitale importante de ses machines-outils, de son existant. Comment aborder la partie digitale et l'Internet des objets, sachant qu'on a un historique qui est très fort. Donc il a fallu trouver à la fois des solutions pour traiter l'existant et aussi se projeter dans l'avenir, parce qu'il est impensable qu'une société telle qu'Airbus loupe le virage de la digitalisation. Airbus a investi depuis à peu près 10 ans sur les technologies RFID, que ce soit passive ou active. Donc il y a un historique dans nos usines qui est assez fort. Et donc on a utilisé cet existant pour un peu plus pousser sur la partie logistique, sur tout ce qu'on appelle le metering and tracking, donc les mesures et le suivi. Et donc ça nous a permis de commencer à développer des projets assez conséquents de traçabilité de l'existant. Mais c'est naturellement pas suffisant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que nos vrais enjeux sont sur nos chaînes d'assemblage et qu'il y a toute une partie donc, de connectivité machine-machine qu'il nous faut adresser. Donc on a défini des grands enjeux pour l'avenir qui sont liés à tout, on va dire cette transformation de la partie chaîne d'assemblage. Et le dernier pan sur lequel on va bien sûr intervenir, c'est ce qu'on appelle l'avion connecté. C'est comment offrir de plus en plus de services aux compagnies, aux passagers, en utilisant les technologies des objets connectés. Donc voilà, si on adresse déjà ces 3 pans dans les prochaines années, ce sera une vraie réussite. Merci. On a eu une vision quand même intéressante et on voit qu'il y a des choses qui se regroupent, d'autres qui sont un peu plus divergentes. Donc, entre un industriel comme Bosch, un acteur comme Thales Alenia et puis un autre acteur comme Airbus. La vision d'une PME, d'une entreprise telle que la vôtre, Prosist, c'est quoi aujourd'hui pour vous l'industrie du futur? Comment vous vous inscrivez, vous, en tant qu'acteur régional, une société donc valenciennoise, dans cette dimension, et quelles sont aussi vos priorités dans le cadre de l'industrie du futur? Bien, tout d'abord, l'industrie du futur, c'est déjà aujourd'hui. L'industrie du futur, c'est
Donc, je travaille dans le domaine de la performance industrielle. Je travaille avec des grands groupes, hein, des gens comme Renault, Peugeot, Supermondial. Et donc, finalement, donc, on n'est pas dans une logique où il y a l'industrie de l'instant T qui est figée et l'industrie de la science-fiction de demain. C'est-à-dire que l'industrie a toujours... il se trouve qu'il y a des technologies nouvelles qui permettent justement à cette industrie de muter, de se transformer, et ça ouvre des possibles. Je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans savoir. Ça fait plus de 2 décennies que je connecte des machines pour avoir des données, pour pouvoir progresser, avancer. Grâce aux gens du marketing, finalement, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais dans le domaine de l'IoT, dans le domaine du big data, dans le domaine de la cybersécurité, et que finalement, j'étais un acteur sur la société dans le domaine, dans l'industrie du futur. Alors parfois 4.0, c'est pas trop bien, donc si c'est vision allemande, vision française. Mais vraiment, je voulais insister sur le fait que l'industrie essaye toujours d'améliorer, de progresser et d'intégrer de nouvelles technologies. Ce que permet aujourd'hui, donc, c'est 9 technologies clés. En ce qui concerne ma société, je me suis rendu compte que dans les 9 technologies clés du BCG, 6 technologies que notre entreprise maîtrisait, ou en tout cas était en voie de maîtriser complètement. Notamment la simulation, la cybersécurité, le big data, etc. Donc ça, je voulais juste donner cet éclairage. Parce qu'on a l'impression qu'à un moment donné, donc l'industrie attendait pour aujourd'hui pour se projeter dans le futur. Alors c'est vrai que ça va permettre à certaines entreprises, donc ceux qui ne prennent pas le virage aujourd'hui, effectivement, ont des soucis à se faire parce qu'il y a une vision différente, il y a des modèles économiques nouveaux qu'on peut avoir parce qu'on aura plus de données. Je prends le cas de la maintenance. Alors, entre la maintenance curative où à un moment donné, voilà, il y a une panne, tout est arrêté pour trouver la panne, on est passé à la maintenance préventive, et aujourd'hui on est dans le prédictif. Et ceci ne peut se faire qu'avec la connaissance de données, de les analyser, de les maîtriser. Merci. On a évoqué un moment, la question de la cybersécurité, tu l'as également évoqué. On a un représentant régional de l'ANSSI. L'ANSSI, pour Monsieur Toumont, c'est quoi? Quel est votre rôle? Et comment aujourd'hui vous accompagnez ces questions de cybersécurité? Alors, l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est ni plus ni moins que le conseiller cybersécurité du Premier ministre. Alors évidemment, ça peut paraître un peu parisocentré, mais nous nous ouvrons vers les régions, nous nous ouvrons au tissu économique, nous nous ouvrons à la recherche, parce que tout ce qui va être la sécurité numérique va commencer à ce stade-là, va commencer dans les cerveaux des chercheurs, dans les cerveaux des étudiants, pour ensuite être implémenté par Monsieur Tout-le-Monde, soit chez lui, soit dans son entreprise, ou soit dans sa collectivité territoriale. Et aujourd'hui, mon job à moi, c'est effectivement de venir faire prendre conscience à tous ces gens-là que la cybersécurité, la sécurité du numérique, elle est importante. Globalement, aujourd'hui, moi je voudrais rebondir un petit peu sur ce que j'ai entendu. On a remarqué effectivement que le time to market, c'est quelque chose qui doit être le plus court possible et que c'est un petit peu antinomique de ce qu'on appelle aussi le secure by design. Parce qu'effectivement, pour sécuriser quelque chose, il faut passer du temps, et du temps, on n'en a pas, parce que le time to market est quelque part de ce côté-là. Donc, nous aussi, à l'ANSSI, nous devons être agiles et nous devons effectivement nous préoccuper de tous les problèmes, potentiels, au moment où ils vont arriver. Pourquoi est-ce que je parle de problèmes? Parce que jusqu'à une certaine époque, les gens qui s'occupaient de sécurité numérique, de cybersécurité ou de sécurité des systèmes d'information étaient des gens qui étaient censés empêcher les gens de travailler correctement en leur mettant des barrières. Moi, je ne suis pas du tout sur cette approche. Je suis parti pour dire aux gens, voilà, votre produit il est bien, vous allez le mettre en œuvre, et quand ça va péter là, là et là. Je suis pas là pour inventer des dangers, je suis là pour les éclairer, les mettre en lumière, parce que ils existent partout. Donc globalement, voilà ce que nous faisons aujourd'hui en proposant des méthodes, en proposant des produits, en proposant aux gens de se protéger naturellement et surtout en leur faisant prendre conscience qu'on est dans un monde qui évolue extrêmement vite parce qu'on n'arrête pas le progrès, évidemment, mais que derrière nous devons accompagner ce progrès de manière à ce que
comme le disait Airbus, il faut un safer world, un monde plus sûr dans le monde qu'on a aujourd'hui. Et ça contribue à ces choses-là. Et qui est bien entendu un petit peu antinomique du time to market, puisque c'est le premier qui est en place, qui prend les plus grosses parts de marché. Voilà globalement où nous nous situons, nous, à l'ANSSI. Donc après 3S, c'est Safer World, donc ça devient 4S. On va continuer les S dans la journée, je pense que ça va être un peu le mot-clé. Je vous remercie. La vision européenne, je vous ai dit, l'IoT Week cette année est marquée de manière très importante sur l'Europe. EFRA, on a évoqué hier EFRA dans le cadre des programmes européens comme un acteur important dans le volet industrie du futur. On avait une vision par le point de contact national, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui évoquait dans les acteurs à connaître et à rencontrer dans le monde de l'industrie du futur au niveau européen. Il y a EFRA, qui est une grosse association qui regroupe. On a eu l'occasion, Chris, de vous accueillir l'année dernière et d'avoir une présentation d'EFRA et des différentes visions, priorités que porte EFRA. Aujourd'hui, moi, ma question, elle est plutôt sur, justement, vous, en tant qu'acteur européen, ou regroupant différents industriels de l'Europe, est-ce que vous avez commencé à réfléchir à un comparatif? On a évoqué Industrie 4.0 en Allemagne, Industrie du futur en France. Quelle est la comparaison au niveau européen un peu de ces processus de numérisation de l'industrie, ou en tout cas de transformation de l'industrie? Merci, Tchéky. Peut-être d'abord, je devrais préciser que mon job chez EFRA, c'est pas nécessairement de m'investir dans les différences, mais d'investir dans les aspects sur lesquels on peut coopérer, travailler ensemble. Deuxième mais il faut connaître. Oui, pardon. Il faut connaître ces différences. Je sais, on a eu cet échange par téléphone. Oui. Il faut connaître ces différences pour pouvoir coopérer. D'accord, je m'attendais à ça. Et même si on utilise les mots, des mots différents à travers les initiatives, par exemple Industrie 4.0, 4IR, Fourth Industrial Revolution, Royaume-Uni, il y a plusieurs façons de dire les choses. Je crois que les acteurs essentiels, ils sont actifs sur un terrain global. Donc, on le voit déjà, c'est déjà clair. Peut-être qu'il y a des différences de la manière d'aborder les choses. Par exemple, quand l'histoire d'Industrie 4.0 a commencé, on parlait de Reference Architecture Models comme RAMI. On en parle toujours d'ailleurs. On parle de Industrial Administration Shell, une couche qui se met au niveau sur des objets pour qu'ils puissent communiquer avec d'autres objets, etc., etc. Et peut-être ça a donné une perception de différence. Je me rappelle, au sein d'EFRA, on fait aussi des workshops sur le niveau national, régional. Et il y avait un workshop au Royaume-Uni. Et on avait demandé à un PME, et je confirme ce que le collègue de ProSys vient de dire, on avait invité, là, les acteurs locaux avaient invité un PME, et ils avaient demandé de raconter quelque chose sur Industrie 4.0, sur Cyber Physical Systems, etc. Et bien, l'orateur a commencé par dire, monsieur, madame, d'abord, quand on m'a invité pour parler ici, je me suis dit, mais de quoi est-ce que je devais parler ici? Parce que CPS, Cyber Physical Systems, je ne sais pas trop. Puis, il s'est investi de voir ce que c'était vraiment, réellement. Et puis, il a dit, mais on le fait déjà. On connecte les objets. Évidemment, il y a des stades à le faire. Il y aura le cloud et l'intelligence artificielle et tout ça. Mais il y a des stades à le faire. Donc, Administration Shell, c'est par exemple un exemple dans le futur que vraiment chaque objet, de manière peut-être normalisée, il y a quand même une interface qui fait que l'interconnectivité se fait automatiquement. Mais ça, je crois que c'est des concepts que dans les différentes initiatives, on les trouve. On peut parler de 5G. Je vois des initiatives 5G en Suède, j'en vois en Italie. Je vois un peu partout. Donc tout le monde est conscient des différents aspects importants. Par exemple, le rôle de l'humain, l'opérateur. Je vois toujours, je l'ai déjà évoqué il y a 1 an et demi peut-être, que les pays nordiques, ils aiment insister là-dessus. Peut-être même en France aussi, on aime autant dire Industrie 4.0, c'est les humains aussi. Peut-être c'est une question de présentation. Voilà. D'accord, donc une approche soit techno, soit plutôt centrée sur l'humain. Human-centric ou technocentrique, ok.
Justement, on a un acteur qui est pas franco-français, Bosch, qui est Bosch, oui, Thales et Airbus. C'est aussi franco-allemand, oui. Mais Bosch qui est plutôt d'abord un industriel allemand. Par votre expérience, et puis vous en tant que directeur de l'industrie 4.0 plutôt côté France, est-ce que vous avez des approches différentes au niveau du groupe ou c'est les mêmes approches entre la France et l'Allemagne en termes d'industrie 4.0? Par rapport, bon, je pense que cette vue, vous la connaissez toutes et tous. C'est un problème, déjà, il y a un problème de culture. Voilà. Déjà, il y a un problème de culture. Pour l'allemand, l'allemand est très incrémental. Hein. Vous savez, c'est l'innovation incrémentale, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. On prend par exemple la Golf. Hein, donc je viens du milieu automobile. Donc la Golf, hein, elle est sortie en 74. Bah, quelque part, elle a la 7e génération, 8e génération. Voilà. C'est culturel pour l'allemand. Pour la France, c'est l'industrie du futur, donc c'est peut-être un peu plus philosophique, je dirais. Mais la grosse différence entre ce que je vois entre les deux pays, c'est que pour l'Allemagne, clairement, la 4.0, c'est un peu ce qui est évoqué, c'est vraiment la data. C'est vraiment la connectivité, c'est vraiment le big data. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la data en termes d'analyse, en termes de maintenance prédictive, en termes de niveau du MES, etc., etc. Donc c'est la data. Pour la France a raté son 3.0, il faut le dire, ce n'est pas une honte. Ce qu'on appelle 3.0, donc c'est l'automatisation, la robotisation. Je prends simplement deux chiffres connus de tous. Il y a 20-25 ans, le poids industriel de la France et l'Allemagne était similaire, hein, c'était 22% dans le PIB. Il y avait autant de robots en France qu'en Allemagne. En 20-25 ans après, le PIB de l'Allemagne, c'est 25% en industriel. Donc ils ont 22-25%. L'Allemagne a plutôt résisté à la mondialisation, a légèrement progressé. Et la France, on est descendu au-dessus de 12%. Donc clairement, la France a raté sa période 3.0, donc robotisation. Et un autre chiffre aussi connu par pas mal d'entre vous, c'est le nombre de robots. En France, c'est 30 000 robots aujourd'hui. En Allemagne, c'est 190 000 robots. Donc, et on voit un peu l'évolution du poids de l'industrie et puis bien sûr l'emploi lié à ça. Donc c'est fait par rapport à plein de choses, plein de causes. Et c'est pas l'objet de la discussion, mais simplement pour la France, le 4.0 ou l'industrie du futur va permettre de retrouver un peu, de rattraper son retard par rapport à cette période-là, de retrouver de la compétitivité au niveau de son industrie. Première chose positive, c'est qu'en France, on reparle de l'usine, on reparle de l'industrie, on en reparle d'une façon positive, et on ne reparle pas que de fermeture d'usines ou que des palettes qui brûlent avec des luttes sociales. Donc c'est plutôt positif. Et l'autre intérêt par rapport à ça, c'est qu'on refait, on est ici dans une enceinte, on refait revenir des talents, des jeunes pousses, des talents dans l'industrie, et ça c'est extrêmement positif. Donc voilà, la grosse différence par rapport à moi, ça, il n'y a pas d'effet polémique. 4.0 pour l'Allemagne, clairement c'est la data. Pour la France aussi, mais pas que, avec de la robotique. Et en tout cas, on retrouve une dynamique par rapport à l'industrie. Bien. Donc il y a quand même des approches un peu différentes dans le fait d'intégrer la notion d'industrie. Ce n'est pas qu'une connexion de connectivité, ce n'est pas qu'une connexion, qu'un aspect human-centric, c'est également un ensemble d'éléments qui amènent à faire évoluer l'industrie pour être beaucoup plus productive. En termes de retour d'expérience, donc on a un peu posé le sujet, en termes de retour d'expérience, je pense que c'est aussi un des éléments qui intéresse aussi le public. Aujourd'hui, Airbus, concrètement, en termes de projet, comment ça se traduit? En termes de projet industriel, chez Airbus, alors je reviens sur un point par rapport à la France et l'Allemagne. C'est vrai que je vous rejoins par rapport à ces difficultés qu'on a eues dans le passé. Et aujourd'hui, il y a une vraie volonté d'essayer de rattraper ce retard au niveau français et d'avoir un partenariat qui est beaucoup plus fort. Nous, on le ressent bien entre nos usines en Allemagne et en France. Voilà, sur cette, on va dire qu'il y a une compétition qui est un peu plus saine maintenant. En termes de projet, Airbus a décidé d'aborder la transformation digitale de manière complètement différente de ce qui était dans le passé.
et de bâtir un département dédié à la transformation digitale, de bâtir des équipes dédiées à l'accélération digitale et de se positionner non pas comme un simple industriel, mais comme une entreprise qui a les mêmes besoins, les mêmes compétences et les mêmes envies qu'un spécialiste, on va dire, de l'IT. Et cette différence, elle est importante parce qu'on a toujours considéré l'informatique comme un outil qui devait servir l'industrie. Et aujourd'hui, on considère donc l'informatique, hein, et quand je dis l'informatique, j'englobe l'Internet of Things, la Big Data, le cloud, etc., comme un catalyseur de besoins et comme un accélérateur naturel de l'industrie. Et donc, en changeant cette culture et cette compréhension, en fait, on se rend compte que on pousse à l'excellence, on pousse à l'amélioration sur nos chaînes d'assemblage, dans nos usines, et on pousse les gens à penser différemment la manière dont ils utilisent les outils. Donc, les intégrer dans leur processus, dans donc les workflows opérationnels, plutôt que de s'appuyer dessus quand ils sont contraints ou piégés. Merci. Chez Bosch, Pascal, en termes de projet. J'ai deux petits slides. Oui. Oui, je suis très allemand, je suis slide encore. Oui. Alors pour l'industrie 4.0, l'industrie du futur, pour le groupe Bosch, elle était relativement simple. Et c'est assez intéressant, c'est un petit peu différent l'approche de faire un service dédié à ça. Bien sûr, il y a un service chez Bosch pour ça, mais pas que. Mais je pense que c'est pareil chez Airbus. Donc, ce qu'il faut rappeler au niveau du groupe Bosch, l'industrie du futur, l'industrie 4.0, elle est très très pragmatique. L'objectif, il est vraiment simple. C'est pas se faire plaisir avec des briques techno. C'est pas le futur comme j'ai évoqué, hein, comme j'ai entendu. C'est le présent. J'insiste bien, c'est rester en vie. C'est gain de productivité. Parce que le gain de productivité n'est pas du tout un gros mot. Hein. En France, on a tendance à croire que c'est un gros mot, pas du tout. C'est rester dans le peloton de tête au niveau industriel. Avant, il y avait les lean management, il y a le lean manufacturing, il y a plein de choses qui existent depuis des années et des années. Le 4.0, c'est simplement un outil ou des outils, des briques techno supplémentaires qui sont dans la boîte à outils d'un industriel pour augmenter sa productivité. Simplement. Mais d'une façon noble, hein, avec l'homme au centre, etc. Je y reviendrai tout à l'heure. Donc pour le groupe Bosch, c'était avec un objectif. Donc le plan a été lancé en 2013, je vais revenir après. Et c'était un gain de productivité de l'ordre de 30% au niveau de nos usines, hein, parce comme on l'évoquait, on a 270 usines à travers le monde. Et aussi d'essayer de mettre un cercle vertueux en place, puisqu'on a la chance au niveau du groupe Bosch, je dis bien la chance, d'avoir des entités technologiques et d'avoir gardé, on va dire, la connaissance des briques technologiques, notamment avec des divisions qu'on appelle Bosch Rexroth, Bosch Automation, Bosch Software Innovation, etc. Et nos usines, en fin de compte, ont émis des besoins en termes de besoins digitaux, ont soumis les usages ou les besoins d'usage à ces entités technologiques qui ont créé des produits, créé une offre et que l'on a testé après au niveau de l'usine. Donc il y a un cercle vertueux qui s'est mis en place. Et si on passe au slide suivant, on a incubé cette transformation digitale, non pas en top-down, mais plutôt en bottom-up. Donc c'est assez nouveau au niveau du groupe, puisqu'on a un groupe allemand, donc c'est plutôt de haut en bas. Je décide et après l'usine elle est là pour appliquer avec un prix de revient demandé, avec un time to market demandé, avec une qualité demandée. Là, la transformation digitale s'est faite d'une façon un petit peu différente, vraiment complètement différente. C'est-à-dire que le board, dès 2013, a su que c'était stratégique pour garder son gain de sa compétitivité, donc, mais ne savait pas comment y aller. Je vais prendre volontairement prendre une caricature. On n'a pas décidé d'appeler Microsoft ou Apple, d'acheter 100 000 tablettes et de livrer en palette dans les usines, et la personne d'usine reçoit ça. Qu'est-ce que je fais de cette tablette? Non. On a laissé les usines faire. C'est-à-dire qu'on a laissé la liberté aux usines. Donc on en a 270. Les tailles des usines chez Bosch, c'est entre 200 personnes et 10 000 personnes. Donc c'est la petite PME à la grosse structure.
Et le board a dit aux usines, je vous laisse du temps, je donne la ressource, et je vous donne aussi le droit de vous tromper, donc le droit de tester. Et ça a permis, dans un groupe énorme comme Bosch, de très rapidement de commencer à la marche en avant au niveau de sa transformation digitale, surtout de capter les bonnes idées, capter les vrais besoins, parce qu'elles sont venues au niveau des usines, et avec un pilotage de proximité, puisque le pilotage a été fait dans les usines par le plant manager, qui était le sponsor des projets, et pilotage par le ROI. Donc en clair, les projets de transformation digitale, c'était des ROI de 6 à 24 mois. Donc avec de ce type de ROI, donc de retour sur investissement, on ne fait pas n'importe quoi, on fait des choses très pragmatiques et très concrètes, ce qui a permis à quelqu'un qui avait émis une idée de la soumettre, elle était financée, et 6 à 24 mois, on voit rapidement si elle marche. Et ça fait un cercle vertueux qui se met en route, puisque si elle marche, eh bien le plant manager réinvestit, etc., etc. Donc ça a permis d'incuber des idées. Et au niveau du groupe, il y a après une structure, bien sûr, qui s'était mise en place. Et ces idées remontent dans la structure. Et il y avait environ 10 projets par usine. Et ensuite, il y a une structure qui capte un peu de l'ensemble de ces projets, qui les capitalise, qui les benchmark. Donc après cette phase de déploiement sur site, on est dans cette phase-là, à partir de 2017 jusqu'en 2020. On capitalise toutes ces idées au niveau des usines, on les industrialise, on leur donne un peu plus de moyens, et on les standardise, parce qu'à un moment donné, dans un groupe, il faut standardiser. Et là, on est en phase de redéploiement, c'est-à-dire on est environ à 400 projets pilotes. Ces projets sont standardisés, sont mis sur étagère à disposition des usines, ou sont redéployés sur les sites. Donc ce qu'il faut retenir, c'est incuber dans les usines, et stratégie de bottom-up en termes de transformation digitale, et on est dans la bonne voie par rapport à on n'est pas encore 4.0, on va dire qu'on est 3.8 à peu près au niveau du groupe Bosch. Donc vos collaborateurs deviennent acteurs de cette transformation. Ils sont au centre. Clairement, ils sont au centre. Donc une vision plutôt française par rapport à une vision allemande. Cette vision, elle est complètement globale Bosch. Elle est complètement globale Bosch. Ah non, le côté... ce que je n'ai pas été à évoquer en introduction, pour le groupe Bosch, le 4.0, la première brique, c'est l'homme. La première brique, c'est l'homme, clairement. L'usine sans robot, nous, on n'y croit pas. Nous, on n'y croit pas. Ce n'est pas du tout notre vision. Donc, on peut rassurer. Exactement. L'usine sans homme, j'ai dit, excusez-moi. L'usine sans homme, on n'y croit pas. En termes de projets ProSys, là, quels sont aujourd'hui vos projets et qu'est-ce que vous mettez en œuvre en termes d'industriel Internet of Things au travers de l'écosystème régional? Oui, alors, nous avons un métier, une mission de rendre performants des gens performants, car nous travaillons avec l'automobile, et comme vous le savez, l'automobile est une industrie très performante, et notamment par rapport à la compétition internationale. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que peut-être qu'on a mal géré, ou alors peut-être pas raté, mais en tout cas, je dirais plutôt mal géré la partie 3.0, parce que même en France, on fait de l'incrémental. Mais aujourd'hui, ces deux groupes sont vraiment bien avancés dans ces domaines-là. Alors, donc d'une part, alors je peux citer par exemple l'initiative de PSA qu'on appelle les Boosters D, c'est leur deuxième initiative, donc on a participé à cela, où cette entreprise lance des défis à ses fournisseurs, dans ses startups, sur des sujets autour justement de l'industrie du futur, que ce soit au niveau de la maintenance, que ce soit au niveau de la cobotique, que ce soit au niveau de la relation, au niveau de l'aspect production. Et donc là, un des exemples concrets qu'on a pu faire avec PSA, par exemple, c'est de pouvoir connecter des machines avec, bien sûr, nos outils, la carte Diag. Alors, je rappelle quand même que là, quand on parle d'objets connectés dans le domaine industriel, on parle de centaines ou de milliers d'informations à la milliseconde. Alors, vous voyez un peu le décalage entre la montre connectée ou le petit objet connecté du quotidien, et que quand on se situe dans un contexte industriel où là, nous sommes, où il y a il faut gérer un flux de données considérable. Et donc ça, nous l'avons sur une ligne de production. Nous avons remonté toutes ces données au niveau par le cloud avec un autre partenaire Oracle
donc pour avoir toutes ces informations IoT au niveau du cloud, pour pouvoir justement s'orienter vers de la maintenance prédictive. Parce que là aussi, et là, ça nécessite de la donnée, de l'analyse, pour pouvoir justement d'avoir les meilleurs rendements. Avec Renault, aujourd'hui, nous avons, il faut savoir que ProSys, nous travaillons avec Renault sur le plan mondial et nos logiciels est intégré dans toutes les usines Renault dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par la standardisation au niveau de l'automatisme, donc nous retrouvons un logiciel qui s'appelle Odile, qui équipe vraiment toutes les machines dans le monde entier. Et là, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que toutes ces machines puissent être connectées au niveau justement du cloud interne au niveau de Renault, ce qui permettra finalement, cette fois-ci, d'avoir non pas uniquement la vision de la ligne ou de l'atelier ou de l'usine, mais c'est de pouvoir avoir l'information au niveau de l'ensemble des sites et pouvoir faire des comparaisons très très précises entre la machine qui se trouve en Inde et la machine qui se trouve au Maroc ou ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est deux exemples, mais je peux en citer d'autres sur les travaux que nous menons. C'est pour ça que je pense qu'un des slogans, c'est l'usine du futur, c'est déjà maintenant, quoi, avec des choses très concrètes. Je voudrais juste, pendant que j'ai le micro, également, vu que nous sommes dans cette école précision d'ingénieurs, je voudrais inviter ceux qui ne sont jamais allés, aller visiter le site, le salon d'Hanovre. Parce que quand vous allez au salon d'Hanovre, donc vous voyez, donc c'est gigantesque, et vous voyez que là, l'industrie, c'est super pour les jeunes. C'est-à-dire que ce n'est pas l'industrie vue comme bruyante, comme huileuse ou autre. L'industrie est belle. Et je voudrais juste également, parce qu'on se retrouvait, le CITC et nous-mêmes, donc de saluer l'initiative prise par la région, parce que qui a accompagné, qui a investi l'an dernier au Salon d'Hanovre, dans le bâtiment dédié à l'industrie 4.0. Et il faut savoir qu'il y avait deux autres régions, donc il y avait la région Hauts-de-France, il y avait la région Grand Est et la région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour notre région, c'est un point important. Donc on s'est retrouvés. Je voulais quand même également en parler et inviter les jeunes ou les chercheurs à les visiter et de voir vraiment que l'industrie, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de magnifique, et pour que nos jeunes puissent finalement donc s'orienter vers ces métiers. Okay. La région relance une mission pour Hanovre. Donc, je vous invite à vous rapprocher des services internationaux pour Hanovre. Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, donc il y a Hanovre, parce qu'on connaît très très bien Hanovre-Messeux. D'ailleurs, les Allemands disent la foire, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais il y a quand même ce qui est remarquable, ce qui se passe avec l'industrie du futur. Il y a maintenant un salon qui s'appelle Global Industrie, hein, qui aura lieu à Villepinte juste avant Hanovre, qui est fin mars. Et ça sera bien sûr pas Hanovre, hein, mais on a réussi enfin en France à retrouver un salon dit industriel, puisque ça regroupera le Midest, Smart Industry et Tolexpo, je crois, de mémoire. Plus, je crois qu'au niveau européen, une conférence sur tout ce qui est digitalisation, quelque chose, je ne me souviens plus exactement du nom. Donc il faut aussi saluer au niveau de l'initiative française, où on a réussi à retrouver un salon. Donc allez à Paris, Villepinte, fin mars, et après allez voir à Hanovre au mois d'avril, fin avril. Voilà, les messages sont passés. Par contre, je voulais... ProSys a aussi une initiative régionale, avec un industriel régional, donc avec la recherche également. En termes de projets collaboratifs que vous avez pu développer avec Bombardier, j'évoque sur ce projet en particulier, est-ce que tu peux nous préciser quelques éléments ? Oui, tout à fait. Donc, alors bien sûr, comme vous le savez, je suis très sensible au lien entre la recherche et l'industrie. Ça fait un certain nombre d'années, parce qu'effectivement, c'est une relation qui est tout à fait normale. L'industrie a des problèmes à résoudre et les chercheurs cherchent des problèmes à régler. Donc normalement, on est fait pour s'entendre. Il se trouve que ProSys a beaucoup travaillé dans le domaine du process industriel. Et j'ai cité l'automobile en tant qu'usine, mais également, on est dans d'autres domaines, hein.
et nous n'étions pas dans le roulant. Et donc nous sommes quand même dans une industrie à la fois automobile. Je rappelle que nous sommes la première région de France pour la fabrication d'automobiles, mais nous sommes aussi la première région dans le domaine ferroviaire. Et donc on a élargi nos innovations, nos réflexions dans le domaine des ferroviaires en partant d'un constat très simple, enfin vraiment très simple, c'est qu'une machine, finalement un train, c'est une machine qui roule. Alors comme nous étions des spécialistes dans le domaine des process industriels, du diagnostic et autres, on s'est dit comment on peut apporter cette compétence, cette connaissance sur les machines au niveau d'un train, vu que finalement c'est la même chose mais ça roule. Et suite à cela, donc on a pu travailler sur un projet de recherche en collaboratif, donc un projet FUI, donc notamment labellisé Paris-Trans, soutenu par la région et le FEDER, avec Bombardier notamment. De ce projet-là, finalement, donc nous avons, qui était un succès, et qu'aujourd'hui Bombardier équipe donc de ce travail de recherche tous ces trains avec la partie diagnostic prédictif qu'on a pu mettre en place. Donc ça, c'est notamment pour les portes, pour tout ce qui a trait à la climatisation. Et il était difficile finalement de disloquer une équipe qui a travaillé pendant un certain nombre d'années où il y a une certaine compétence. Et donc l'idée était de pouvoir monter un labo commun. Et donc avec l'université de Valenciennes, avec Bombardier et Prosys, nous avons créé le premier laboratoire privé public dans le domaine du ferroviaire en France et qui a été inauguré dernièrement par le président Xavier Bertrand le 25 octobre. Donc voilà. Donc ça, pour pouvoir continuer à capitaliser au niveau de ce lien recherche-industrie, grand groupe PME innovante et la recherche, notamment dans tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle, tout ce qui a trait justement autour des objets connectés, et de pouvoir justement être toujours à la pointe dans ces domaines-là. Merci. Thales Alenia Space, parler de projets collaboratifs liant recherche, industrie. On en a en commun, donc Colrobot. Absolument. Plus précisément, comment ça se traduit? Qu'est-ce que c'est? Alors, avant toute chose, la robotique collaborative, on y croit vraiment. Alors, pour des raisons très particulières qui sont liées à l'ADN même de notre entreprise, hein, c'est-à-dire que on fabrique. Tout à l'heure, je vous ai parlé de mass customization. Bon, il se trouve que tout est dans le rapport de force entre la masse, effectivement, l'ensemble, le nombre, et la capacité de s'adapter. Et effectivement, nous, dans le spatial, c'est très difficile d'avoir un grand volume. Par contre, on demande souvent à avoir de la customization, donc de l'adaptabilité, par rapport aux besoins de nos clients. Pour faire ça, jusqu'à aujourd'hui, on compte, et aujourd'hui encore, on compte beaucoup sur nos collaborateurs pour cette démarche. Il se trouve que la robotique collaborative, c'est pour nous la capacité de pouvoir créer un assistant à nos collaborateurs, une aide, un robot qui serait là pour accompagner notre personnel dans les activités de manipulation, d'assemblage, etc. Alors pourquoi Colrobot ? Qu'est-ce que va faire Colrobot ? Colrobot, c'est un projet H2020 qui, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter cet après-midi, qui permet de déployer sur des industries des technologies de robotique collaborative ou d'usine 4.0 d'Internet of Things. Il se trouve que c'est une plateforme sur laquelle on monte un bras et qui va nous aider, nous, dans le cas industriel Thales Alenia Space, de répondre à 3 cas d'utilisation. Les cas d'utilisation qu'on a identifiés, ce sont des cas d'utilisation qui sont liés au fait qu'on a des activités qui sont réalisées par nos opérateurs, qui sont très répétitives, qui n'ont pas forcément une forte plus-value pour l'opérateur,
même si elles en ont pour nos activités, c'est nécessaire, mais pas pour les personnels. Donc, on a choisi un des cas d'utilisation comme étant le kitting de pièces. Autrement dit, on fait l'assemblage, par exemple, de vis et de rondelles, et on met tout ça dans des boîtes pour pouvoir les préparer, pour derrière les utiliser à l'assemblage des satellites ou des panneaux. On peut aussi récupérer des boîtes sur des étagères et puis les ranger et les transporter. Donc, le deuxième cas d'utilisation, c'est aussi de transporter les éléments d'un emplacement A à un emplacement B, puisqu'il se trouve que nos magasins et nos plots d'intégration ne sont pas forcément au même endroit, comme dans la plupart des industries. Donc la robotique collaborative va nous aider à ça, c'est-à-dire qu'il va toujours y avoir du personnel, évidemment, dans les salles, ça ne va rien changer, mais en plus de ça, c'est-à-dire que ces tâches où les personnes allaient chercher du matériel dans les magasins et rapporter le matériel sur les plots d'intégration pour pouvoir l'utiliser, et ben, ça pourrait être des tâches qui soient remplies par ce type de matériel, donc des plateformes mobiles avec des bras robotiques. Et enfin, un troisième cas d'utilisation sur lequel on travaille, c'est la troisième main. C'est-à-dire que là, on est vraiment en relation, je dirais en communication, en relation avec l'opérateur, c'est-à-dire qu'on l'assiste réellement comme pourrait le faire un de ses collègues. C'est-à-dire que l'opérateur aura la capacité de se faire aider par le robot pour pouvoir monter des pièces sur le satellite ou sur des panneaux. Ça permet comme ça de pouvoir tenir des éléments qui ne pourraient pas forcément être montés dans ces configurations-là. Ça nous permet de nous faire gagner du temps, ça permet de plus facilement paramétrer, séquencer nos activités pour qu'elles soient beaucoup plus fluides. Bref, ça va certainement apporter de grands changements en ce qui nous concerne. Mais ça reste effectivement un projet avec aujourd'hui, c'est un projet de démonstrateur et on attend à ce que le TRL, le Technology Readiness Level, puisse augmenter à un niveau suffisant pour que ce type de techno puisse être exploitable dans un environnement industriel comme le nôtre, par exemple, ou comme d'autres environnements industriels. Donc, encore une fois, la robotique collaborative, pour nous, c'est très intéressant parce que ça sera un complément, un assistant pour les opérations qu'on réalise sur nos sites industriels. Ok, merci. C'est un projet H2020. C'est un projet européen, donc financé par l'Europe dans le cadre des appels à projets H2020. Par la Commission européenne, oui. Par la Commission européenne directement. Un projet collaboratif avec différents partenaires espagnols, portugais, allemands, fraunhofer, oui. Français, au travers de Thales, Renault, CITC et l'ENSAM. Il n'y a pas encore Airbus, mais why not pour le prochain. Et justement, pour les prochains, ça me permet de faire ma transition. En fait, tout ça, c'est pour arriver à EFRA. Vous qui êtes un acteur, et comme je le disais hier, on a beaucoup parlé d'EFRA dans les programmes européens sur le volet industriel, et que vous êtes un des acteurs qui alimentez la Commission en termes de réflexion et de perspective. Moi, ma question elle est très simple. Mes questions sont très simples et très concrètes. C'est quoi les prochains appels à projets sur l'industrie du futur au niveau européen pour qu'on puisse augmenter, non pas notre TRL, mais au moins la capacité à aller chercher de l'argent à Bruxelles directement? Ok, donc pour les appels 18, 19, 20, au sein de Factories of the Future, il y a plusieurs appels qui, par exemple, se focus sur additive manufacturing, donc fabrication additive. Je ne vais pas me cibler là-dessus. Il y a plusieurs aspects dans le manufacturing. Je vais me focuser sur en fait un appel ou quelques appels qui retournent autour de l'IoT, la connectivité. Et en fait, je peux faire un pont depuis ce projet parce que il y a des projets actuels qui sont lancés depuis 1 an et demi dans le contexte de platforms, digital platforms for manufacturing. Ça veut dire que Bosch en a déjà parlé, il y a plutôt des infrastructures IoT sur lesquelles il y a des applications. Et ces plateformes se connectent aux équipements. Donc on peut voir une couche
plutôt plateformes, comme par exemple MindSphere. Il y a d'autres solutions sur le marché qui déjà évoquent ça. Il y a des projets qui essayent vraiment de voir comment ces plateformes digitales peuvent vraiment rendre la fabrication plus optimale. Aussi bien sur les valeurs les réseaux de fabrication, le supply chain, aussi bien sur le niveau de l'automation. Et dans les projets actuels sur l'automation, il y a un projet Scalable. Et en fait, le projet est dirigé par InescTech, qui est aussi parmi les participants là-bas. Et en fait, là, le concept, c'est au-delà des différentes cellules de robotique, d'implémenter une plateforme pour que l'installation ou la reconfiguration de ces systèmes soit fait plus vite, plus responsif au niveau des produits qui doivent être fabriqués. Donc, au niveau de l'usine, de voir comment une plateforme peut encore rendre toutes ces cellules plus performantes et plus reconfigurables. Maintenant, dans les appels 18, il y a vraiment un call sur la plateforme digital platforms sur deux niveaux. Agile Value Chains, donc nouveau sur le supply chains, mais les projets-là seront plutôt démonstrateurs. Chaque projet dans Factories of Future a un aspect démonstrateur, mais vraiment l'objectif c'est, comme vous venez de le dire, de le TRL, de le pousser vers le 7 par exemple, ou pousser vers le... Oui, pas vers là-bas. Donc de rendre les choses plus concrètes, aussi vis-à-vis de la PME, pour comment ils doivent s'intégrer dans ce genre de plateforme. Donc, il y a un appel 18 qui va se cibler sur Agile Value Chains ou aussi sur Zero Defect. Donc, Zero Defect, tout ce qui est la maintenance même, rendre les équipements performants et les rendre excellents. Donc, ça, c'est un aspect. En 19, ce sera plutôt aussi pour les plateformes digitales, deux aspects différents. Un aspect, le rôle de l'humain. On en a parlé. Donc, en 19, ce sera aussi comment on intègre la plateforme digitale dans le manufacturing, mais en intégrant l'humain. Parce qu'on parle beaucoup aussi d'intelligence artificielle qui seront pluguées sur la plateforme. Et puis, est-ce que tout va se passer automatiquement? Comment ça va se dérouler? Non, on va voir ça du perspective humaine. Et aussi du perspective circular economy, donc l'économie circulaire. On parle beaucoup de tracking and tracing pour circular economy. Le rôle de plateforme digitale sera important aussi dans ce contexte. Donc, dans l'appel 19, ce sera ça. Il y aura un call spécifique sur cybersecurity pour manufacturing. Ça, c'est autre chose. Donc, c'est vraiment important de regarder ça de vraiment très spécifique pour le manufacturing. Et plutôt vers l'appel 20, il y aurait aussi quelque chose sur artificial intelligence. Donc chaque année, il y a des appels à projets destinés à Factory of the Future. Voilà. Donc j'invite les industriels, les acteurs de la recherche à se rapprocher et à consolider leur groupe. On a aussi les grandes tendances, les grandes thématiques. Donc j'ai entendu plateforme digitale, humain, une démarche organisationnelle et de passer en TRL 7, 8 et 9. Donc vraiment avec une volonté de déploiement plus que simplement de démonstration, mais également de déploiement. Donc, c'est une véritable opportunité. Enfin, moi, j'insiste beaucoup, et comme l'a rappelé Sophie Tison, présidente du CITC, c'est que l'Europe invite les PME à participer au projet collaboratif européen. Les taux de financement sont hyper importants et beaucoup plus intéressants que les fonds nationaux, pour le FUI ou autres, j'ai entendu. Et même pour les grands groupes, même les taux de financement ont été revus à la hausse. Donc, et on a des gros acteurs en France industriels qui peuvent aussi porter des vraies candidatures. Et c'est un véritable enjeu, en tout cas, pour notre territoire. Et donc, j'invite fortement les entreprises, les PME qui sont présentes à se regrouper et à se rapprocher des acteurs spécialisés sur ces sujets. Tu as évoqué des appels à projets cybersecurity au niveau européen. Donc, dédié à l'industrie du futur. Hier aussi, on nous a présenté que la cybersécurité serait une thématique forte
sur tous les sujets, et il y aura aussi une verticale cybersécurité. Vous, en tant qu'acteur justement de la cyber au niveau national, comment vous inscrivez et quel est votre retour d'expérience par rapport à ces projets d'entreprise, d'industriels? Enfin, c'est quoi votre feedback et puis par rapport aux différents projets et aux différentes entreprises que vous rencontrez? Alors moi, ce que j'aime bien avec la recherche, en général, c'est que, à force de chercher, on finit par trouver. Mais on ne trouve pas toujours ce qu'on cherche. Voilà. Je vais prendre un exemple. On apprend à faire du vélo pour aller plus vite, pour aller plus loin, quelquefois pour être plus cool, parce que les copains, ils ont un vélo. Et puis, on trouve les écorchures aux genoux, quand c'est pas les dents. Alors, on a vu effectivement qu'on a de la connectivité à outrance. Ça peut nous mener à ce que Bruce Schneier, un grand ponte de la sécurité, définissait comme un robot planétaire. C'est quelque chose avec des yeux, un cerveau, des bras, des sensors pour les yeux, des unités de réflexion pour le cerveau et des moyens d'action pour les bras. Il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, ce truc-là finisse par nous taper dessus. Quand on voit effectivement ce qui s'est passé avec les deux intelligences artificielles qu'on a mis à dialoguer ensemble et qui à un moment donné ont inventé un langage compréhensible que par elles-mêmes, on les a tout de suite débranchées et on se pose effectivement des bonnes questions. Là, ça peut induire effectivement une perte de contrôle. Bon, mais ceci dit, ce cheminement-là, c'est pas mon travail aujourd'hui. Mon travail, c'est plutôt d'appeler l'attention des gens sur des choses beaucoup plus pragmatiques. Typiquement, l'approche qu'exprimait le monsieur de chez Bosch ici, c'était de dire on a une approche pragmatique, l'approche bottom-up, où on a des gens qui veulent résoudre des problèmes, c'est bien, c'est louable, on leur en donne les moyens, c'est bien, c'est louable. Je dis, quid de la sécurité numérique là-dedans? Alors, très certainement que c'est pris en œuvre quelque part. C'est l'approche, ça marche, et c'est ce qui compte. Sauf que la plupart du temps, ça marche, et la sécurité, on s'en occupera plus tard. Le reste, on s'en occupera plus tard. Quand on voit là-dessus qu'avec le time to market, et donc forcément, puisque time is money, le cost to market, on peut arriver à quelque chose on va s'en occuper plus tard, mais plus tard, puis plus tard, puis plus tard. Et si on a derrière une intention malfaisante, le fait de s'en être occupé plus tard ou plus tard, c'est trop tard à un moment donné. Et on a de ce côté-là, donc du coup, une perte de contrôle aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans les relations que j'ai, enfin, l'ANSSI, l'agence, ça l'intéresse aussi, dans les relations qu'on a avec les gens qui ont des projets porteurs, des projets de modernisation, des projets d'interconnectivité, etc. C'est bien effectivement de leur dire, voilà, à ce stade-là, vous devez faire attention à un certain nombre de choses. C'est pour ça que les délégués à la sécurité numérique ont été mis en place en région. C'est pour ça que nous avons aussi un bureau qui s'occupe des relations internationales. C'est de venir vis-à-vis des gens, des porteurs de projets, leur dire votre projet il est super, mais juste en rajoutant un petit truc, et on se base essentiellement par pragmatisme sur ce qu'on appelle les réussites express, les quick wins, pour effectivement les aider à progresser de ce côté-là, de manière à ne pas perdre le contrôle de la chose qu'ils ont créée de ce côté-là. Comme le dit la tradition juive, il ne faut pas créer un golem, de manière à ce qu'il nous échappe, à ce qu'on en perde le contrôle et à ce qu'il se retourne contre nous. C'est là effectivement que nous agissons pragmatiquement en ayant un dialogue avec toutes ces entreprises, qu'elles soient d'importance vitale ou d'importance moindre. Les PME autant que les grands groupes nous intéressent de ce côté-là. Nous sommes en dialogue avec eux, nous sommes en conseil avec eux, nous sommes là pour les porter, les mettre en relation avec des gens qui vont pouvoir les conseiller de manière à avoir, comme on disait aussi tout à l'heure, un safer world. Merci. Vous nous inquiétez quand même un peu là. Moi, c'est un peu le sentiment. Je me suis dit, waouh, les ordinateurs vont nous dépasser, les robots vont prendre le contrôle. Alors effectivement, c'est un petit peu dans notre nature d'être paranoïaque. Mais moi, je dirais quelque chose, c'est quand un paranoïaque vient à mourir, est-ce qu'il n'avait pas raison? Et puis de toute façon, c'est pas parce qu'on est paranoïaque qu'on n'a pas d'ennemis. Merci. Abdallah, tu voulais réagir sur la question de la sécurité? C'est pas être paranoïaque, c'est
il n'y a pas si longtemps que ça, et c'était relayé au niveau médiatique, quand il y a eu l'attaque de WannaCry. Ça, c'est du concret. Nous sommes donc l'usine de Renault Douai, pendant une journée, a renvoyé tous ces ouvriers, enfin en tout cas leur a dit dimanche de ne pas venir travailler le lundi. Donc ça, c'est du concret, et ça touche, ça c'est voilà. Alors là, on n'était pas dans la sécurité, hein, mais de là, il y a eu bien sûr toutes les campagnes, tout ce qui était fait de prévention, mais quand vous avez un événement aussi important, et ça n'a pas touché que Renault, parce que là, c'est dans notre région, ça a touché sur le plan mondial, là, il y a eu rapidement un impact sur le lendemain, sur l'ensemble des PDG dans le domaine industriel et autres, pour se dire, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut nous toucher. Alors, sur le plan de l'également, je ne veux pas non plus effrayer, mais enfin, vous savez, donc, alors là-dessus, on a travaillé, nous, avec Schneider Electric, par exemple, on a développé une de nos cartes qui intègre cette dimension cybersécurité, de s'assurer qu'il est en train de se passer quelque chose. Et d'ailleurs, avec la labellisation des gens de l'ANSSI par rapport à cela, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de conseils, de méthodologies, il existe un certain nombre de choses. Maintenant, dans le ferroviaire, nous sommes dans le ferroviaire, nous connaissons bien les trains. Ben, je peux dire que cette notion de sécurité est très importante, d'autant plus que avec l'Internet des objets, on ouvre les choses. On ouvre, donc du coup, il y a forcément, on peut pas à la fois ouvrir et en même temps, là, il y a une problématique à régler. Et donc, cette dimension, elle devient aujourd'hui vitale, quoi. Voilà, je voulais souligner cela, que c'est pas de la paranoïa, c'est une réalité. Non, mais c'est important parce que ça permet aussi de connaître vos produits, est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont sécurisés. Nous, au niveau du CITC, on a un partenariat avec Thales, côté branche plutôt numérique. On a développé une plateforme justement pour tester les objets connectés en différents dynamiques. C'était juste la petite minute de promo. Mais c'est important, c'est que c'est un véritable enjeu. Plus de 70% des objets aujourd'hui connectés ne sont pas sécurisés. Ceux du quotidien que vous avez, je pense, enfin en tout cas je fais confiance à Airbus pour que nos avions soient hyper sécurisés, safety, enfin voilà. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Bon après il y a toujours quelques petits problèmes. Pour l'instant ça va. Mais en tout cas c'est un élément important la cyber et la sécurité. Il y a aussi un autre enjeu qui est aussi important, qui sont les compétences et les talents. Au niveau de cette question de l'industrie du futur. Donc, aujourd'hui, comment vous, Airbus, dans le cadre justement de l'IoT Week, on a eu une demande spécifique de chez Airbus, justement, pour pouvoir recruter, identifier les talents autour de l'IoT ou d'autres, enfin autour des technologies. Donc, il y a un domaine en souffrance, il y a des projets, et on ne trouve pas les humains ou les hommes, en tout cas, donc, même à Toulouse. Oui, c'est évident que une société comme Airbus qui veut investir de manière massive sur les nouvelles technologies, la digitalisation, pour rattraper un peu son retard, parce qu'on n'a peut-être pas eu, on va dire, il y a quelques années, les bons investissements, donc ça, il faut le reconnaître, a besoin de monter en puissance sur des sujets très précis. Et c'est vrai qu'on a lancé un programme de transformation des équipes, parce qu'il est très important également que nos ressources puissent évoluer par rapport à toutes ces nouvelles technologies. Donc, Airbus, en créant la boîte du Digital Accelerator, qui regroupe tous les grands thèmes de la digitalisation, pousse vers une transformation de son personnel interne et ouvre de nombreuses perspectives à toutes les personnes qui souhaitent faire de l'IT dans un grand nom de l'industriel européen, avec des perspectives de carrière, de développement, d'apprentissage qui sont fortes. Donc aujourd'hui, il y a une vraie campagne qui a été lancée par Airbus pour vraiment introduire la culture digitale au niveau des employés, des chaînes d'assemblage, avoir des cycles de formation interne dédiés et
en parallèle, recruter plusieurs centaines de profils spécialisés dans le big data, le cloud, dans l'architecture des systèmes, des développeurs SRE, des spécialistes IoT. Donc, on a donc sur le site d'Airbus Carrière, tous ces postes ouverts. On est très présent sur LinkedIn et dans les salons. Donc c'est vrai que c'est un changement assez important dans notre culture. Et aussi, c'est une reconnaissance des manques qu'une grande société industrielle peut avoir au niveau de ce type de profil. Et de dire que voilà, on n'est peut-être pas les plus attirants au niveau mondial quand on parle de digital, mais ça va changer. Moi, j'ai une question Oui. à vous poser, qui est un peu provocateur et qui n'a pas été du tout préparée. On a un grand groupe ici en région qui s'appelle OVH, qui est un acteur mondial en termes de cloud. Et eux ont une réflexion sur ils ont les mêmes problématiques en termes de compétences et de recrutement. C'est un marché également en souffrance. Et ils se sont dit, on va développer des centres de compétences virtuels. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'amener les gens tous à Lille ou à Roubaix ou dans les différents sites, mais de pouvoir se dire, là où il y a 10 personnes, c'est intéressant comme démarche, là où il y a 10 personnes, qui répondent bien sûr à nos critères de recrutement, on crée un centre de compétences virtuelles. Et comme on est dans le monde du virtuel, est-ce qu'on est obligé que nos compétences, nos talents, aillent jusqu'à Toulouse et pas, pourquoi pas demain à Airbus? Et une autre réflexion, peut-être ça permettra de répondre aussi de se dire, je ne suis pas obligé de recruter et de faire venir les compétences à Toulouse, mais d'ouvrir des centres de compétences à distance, et pourquoi pas là, en Hauts-de-France. C'est une réflexion que je vous porte. Voilà. Alors, j'en profite. La démarche d'OVH est brillante, et puis c'est une société qui a, à plusieurs niveaux montré qu'elle était capable de se transformer. Leur cœur de métier, c'est l'informatique. Donc, ils ont un avantage par rapport à une société industrielle comme Airbus, qui est très liée à ses chaînes d'assemblage, à ses usines. Et même si aujourd'hui, on essaye d'avoir une approche la plus dématérialisée possible, on reste très lié à nos sites. Et on se rend compte que les gens sont très liés à cette notion de proximité. Donc, il faut qu'on soit présent à Nantes et à Saint-Nazaire parce qu'on a nos usines, à Hambourg, à Toulouse. Et donc, on crée nos centres de compétences pour le moment physique. Après, la virtualisation, oui, c'est quelque chose qu'on a aussi dans l'idée, mais ça ne peut pas représenter un pourcentage important de nos centres de compétences aujourd'hui, de la manière dont on le fait. Merci. Chez Thales, Alenia, les étoiles? Les étoiles très proches. Nous, on a 3 piliers essentiellement pour la culture numérique, dans le passage à la culture numérique dans notre business. C'est déjà d'assurer la compétitivité. Il faut que ce soit un levier de compétitivité, un élément qui nous aide à répondre toujours en conservant l'excellence en termes de l'excellence industrielle qui fait notre image de marque. Il faut qu'on puisse répondre à de plus en plus de demandes et à des éléments qui sont très différents de jour en jour. Et là, j'en viens à l'agilité, c'est-à-dire savoir coller au time to market. Bon, je sais qu'on peut toujours en discuter du time to market, mais ça fait partie aussi des objectifs, non pas on s'impose, mais qu'on nous donne. Nos clients le demandent. Donc, nous, en tant qu'industriels, on répond aux besoins de nos clients. Et puis, quelque part, c'est pas mal aussi parce que ça nous permet de nous challenger. Donc, les marchés sont évolutifs, ça nous permet de faire évoluer nos produits et c'est très bien. Et enfin, vis-à-vis de la numérisation, encore une fois, le challenge, c'est que ça génère énormément, la dématérialisation génère énormément de données. Et ces données-là, il faut pas simplement les stocker, il faut les interpréter, il faut les utiliser intelligemment. Et quelque part, c'est le passage du big au smart data, qui est un facteur aussi qui va nous permettre de gagner en compétitivité et on le pense également en agilité. Voilà, donc il faut pouvoir traiter ces données-là
Et pour ça, il y a les supports qui sont liés au machine learning, au deep learning, comme je l'ai déjà évoqué, qui pourraient être des éléments très intéressants pour le futur de l'usine du futur. Enfin, oui, c'est ça, exactement, pour l'usine du futur. Et en termes de recrutement aujourd'hui, vous avez des problèmes, des tensions de recrutement ou ça va? Non, sur cet aspect-là, on travaille beaucoup déjà avec les ressources que nous, on a en interne. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens s'intéressent à ce genre de technologie. Donc finalement, on arrive à avoir des ressources en interne. Et puis comme mes voisins, nous, on est spécialisé dans le spatial, mais Thales est une grosse société où on retrouve des intervenants qui peuvent être spécialisés dans certains domaines et qui peuvent nous apporter leur aide, ou des entités qui ont déjà développé des solutions d'IoT ou de big data et qui échangent aussi avec nous. Donc on a une structure d'échange interne qui permet d'alimenter effectivement le flux d'informations dont on a besoin pour le moment. La création d'un écosystème plutôt interne. Pardon ? Vous êtes en lien avec votre écosystème interne. C'est ça, pour l'instant. Bosch, vous évoquiez une démarche bottom-up impliquant les équipes. Oui. Alors, je voudrais donner déjà 3 chiffres avant d'évoquer le slide là, qui est projeté. Ça vient pas de Bosch, hein, c'est un cabinet de consultants qui a fait cette étude-là. Je crois que c'est Oliver Wyman en les citant. Ce qui est intéressant, c'est quand même par rapport à comment implémenter le digital dans nos entreprises. Il faut savoir qu'en France, alors je ne sais pas si c'est en France ou en Europe, en tout cas, le chiffre est intéressant puisque 73% des personnes dans les entreprises sont familiers avec les outils digitaux. Ben, regardez autour de vous là. Je ne sais pas si c'est un manque d'intérêt des présentations, mais il y a les 2/3 ou les 1/3 des personnes qui sont déjà sur leur smartphone. Donc en clair, on utilise tous des smartphones. Ils sont en train de tweeter tout ce que vous dites. C'est un petit joke, hein, je le fais moi-même. Hein. Mais ça signifie que au niveau de l'interne, au niveau du groupe Bosch, les gens même ne comprenaient pas que dans leur vie privée, ils ont des supports digitaux, quels qu'ils soient, et dans l'usine, eh bien, ils étaient encore en support papier. Et ça, c'est une réalité. Un autre chiffre, et ça c'est encore intéressant, notamment pour la robotique collaborative ou autre, 80% des sondés, je parle dans le milieu industriel, 80% des sondés considèrent que le numérique, global, a un impact positif sur leur motivation. Donc voilà, c'est quelque chose qui est un levier essentiel. Et là où je voulais venir par rapport au robot collaboratif, entre autres, 85% estiment l'usage du numérique positif sur leur QVT, c'est-à-dire la qualité de vie au travail. Donc ça, c'est des 3 chiffres qui sont extrêmement positifs et sur lesquels il faut s'appuyer pour réussir la transformation digitale. Et simplement s'appuyant sur ça, eh bien, on réussit sa transformation digitale. Donc après, pour revenir par rapport à Bosch, clairement, par rapport à notre stratégie bottom-up, eh bien, on a fait ce qu'on appelle, avant de recruter, je rejoins mon voisin, avant de recruter, on s'est beaucoup efforcé d'utiliser ce qu'on appelle, ce qui est un mot à la bonne maintenant, l'intelligence collaborative. Donc d'utiliser la compétence de l'ensemble des collaborateurs, de supprimer tous les silos qui pouvaient exister au niveau du groupe, toutes les cloisons qu'on pouvait imaginer pour utiliser la puissance et la performance de nos collaborateurs. Donc bien sûr en implication de tous, mode collaboratif, multidisciplinaire, et là on s'est complètement impliqué par rapport à ça. Si on passe au slide suivant, c'est peut-être des portes ouvertes que je vais enfoncer ce matin, mais pour l'accompagnement, on a utilisé aussi beaucoup de choses. On en a tout de suite par rapport à l'accompagnement collaboratif, et ça c'est nouveau chez Bosch, ça va peut-être en surprendre quelques-uns, mais il y a 4 ans, tout ce qui était réseau social entreprise, ça n'existait pas chez Bosch. Tout ce qui était Skype, ça n'existait pas chez Bosch. On parlait de MOOC, on ne savait pas de quoi on parlait. Et depuis 4-5 ans, eh bien maintenant, c'est des choses qui sont courantes au niveau du groupe. Et ça, c'est pour faciliter bien tout ce qui est mode collaboratif ou autre. Alors, bien entendu, après, c'est libérer la créativité, les énergies. Un autre point élément, et je l'ai dit au départ de la présentation, où on est passé d'une stratégie de groupe de We Are Bosch, où il y avait un sentiment d'appartenance normal, au We Lead Bosch, on insuffle de plus en plus l'esprit d'entrepreneur, l'esprit d'initiative.
ce qui permet de libérer les créativités et les bonnes idées. Et bien sûr, les outils collaboratifs. Beaucoup d'incubateurs, notamment pour amener des nouvelles compétences. Donc, on est un grand groupe, donc on peut, entre guillemets, se permettre de recruter. On recrute aujourd'hui beaucoup, bien sûr, de liés autour de l'informatique, l'IoT, etc. En Europe, beaucoup en Inde aussi. Mais dans chaque usine, par exemple, on a des incubateurs. Je prends une usine en France qui est Bosch à Mondeville, côté de Caen. C'est une usine de 600 personnes, ils font des cartes électroniques. On a créé un incubateur. En permanence de cet incubateur, on a 10 étudiants, du Bac+2, BTS, jusqu'à un doctorant, et qui permettent de réoxygéner un petit peu la culture d'entreprise et d'apporter de nouvelles compétences. Donc on a beaucoup utilisé ce type, ce qu'on appelle chez nous des incubateurs. Et pour terminer par rapport à ce dernier slide, au niveau du management, on parle de compétences, on parle de techno, mais là où ça va changer, en tout cas notre vision, c'est le management. Toutes ces nouvelles technos vont aplatir le management. Je pense que les collaborateurs au niveau des usines, ils vont changer de métier, ils vont plus être sur la machine, ils vont plutôt peut-être être opérateurs de robots, ils vont changer de métier. Là où ça va vraiment changer, c'est le management, ce qu'on appelle le management intermédiaire. On est en train de désiloter, on aplatit le management, et là c'est en train de changer. Et notamment, notre manager chez nous, on appelle ça, il devient de plus en plus sponsor. C'est plus le manager type leader d'opinion qui sait tout, qui emmène son équipe tel un champion. Vous imaginez un peu l'image où l'homme avec un ego surdimensionné devant, il emmène toute sa troupe derrière lui. Non, on est plutôt dans le manager type sponsor qui va écouter son équipe et qui va lever les freins pour la réussite en termes de projet. Avec des relations qui changent, et ça pour l'entreprise allemande, c'est aussi un changement de cap, donc accepter les tests, on en parlait, accepter les tests, donc les erreurs. Et il faut savoir que pour un Allemand, culturellement, c'est différent. En France, dire je prends un risque, en France, c'est plutôt vu d'une façon positive. Je ne connais pas dans les autres pays européens, mais en France, c'est plutôt, je suis français, c'est plutôt vu positivement. Pour un Allemand, prendre un risque, c'est une faute professionnelle. Donc il y a ce changement de culture qui est en train de s'opérer par rapport à ça. Et bien sûr, l'une des réussites pour sa transformation digitale, et sans Bosch, nous sommes une fondation, on y tient fortement, même si on n'est pas une entreprise caritative et on a malheureusement des difficultés dans certaines de nos usines, mais on essaie d'associer au mieux les représentants du personnel dès le départ des projets. Mais vraiment dès le départ. On ne va pas transformer une machine, on ne va pas monitorer une machine, on ne va pas mettre un robot collaboratif sans impliquer les représentants du personnel. Et j'ai eu l'occasion de faire un petit keynote au congrès de la CFE-CGC, et tous les syndicats pro, en tout cas ceux qui ont du recul, sont ouverts au sujet 4.0. Donc une suggestion, accompagnez vos représentants du personnel. Merci. Le petit mot de conclusion, Chris, un petit mot. Peut-être deux petites pages de pub. D'abord pour cet après-midi, donc si vous voulez en savoir plus, il y a l'atelier de 3h à 4h où je serai assisté, non pas assisté, il y aura vraiment une présentation très intéressante à mon avis sur le concret de l'IoT dans les équipements de production. Donc je présenterai des exemples de nos projets, comment on évolue. Il y aura un exemple présenté par CEA, donc nos collègues de CEA, Sadia Dobi, voilà. Donc ça c'est une possibilité d'en savoir plus, mais je crois que comme vous avez évoqué l'intérêt de s'investir dans les programmes européens, donc le 5 et le 6 février on organise un événement, donc si vous regardez notre site web efra.eu, vous découvrirez l'objectif de cet événement qui vraiment s'inscrit très bien dans tout ce qui a été dit aujourd'hui. Donc voilà. En conclusion, j'ai passé un bon moment. Non, juste pour revenir par rapport à... Parce que vous ne m'avez pas posé la question sur les ressources humaines. Vous savez, quand on est une PME, voilà, on recrute également. Non, mais juste finalement, donc c'est une bonne chose de voir que les grands groupes découvrent la vertu justement des équipes à taille humaine.
que les managers deviennent sponsors. Et finalement, voilà. Donc si d'aventure, on peut aussi apporter notre expérience parce que nous, il n'y a pas de bottom-up. Donc forcément, bottom-up, up-bottom, c'est flat organisation, c'est des équipes, c'est effectivement le droit à l'erreur. Et parce que justement, donc comment dire, nous faisons en sorte que nos compétences se sentent bien. Alors c'est sûr que face à la concurrence des grosses structures, donc voilà, donc nous ne pouvons pas apporter les salaires qu'ils peuvent apporter, mais par contre nous apportons des sujets intéressants, le bien-être et puis de savoir pourquoi les gens travaillent. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. En guise de conclusion, moi je voudrais dire effectivement, il faut garder espoir, il faut continuer d'aller de l'avant, il faut aller en même temps dans le sens du progrès et derrière pour que, voilà, on a le droit effectivement de se tromper du moment qu'on se trompe pas au moment le plus critique. Et c'est là que nous, à l'Agence nationale des sécurités et systèmes d'information, nous essayons d'aider les gens pour que ça se passe le mieux possible. Donc, j'allais dire en avant, voire même vers l'infini et au-delà, et allons-y tous ensemble. Moi, j'aurais deux mots, c'est philosophique, c'est pas très allemand. C'est, je reprends, je crois que c'est un bouquin qui a été écrit il y a vraiment quelques temps déjà. C'est déjà le futur ne manque pas d'avenir. C'est quelque chose, un message vraiment très positif. Et donc voilà, c'est le futur ne manque pas d'avenir. Et l'industrie du futur, c'est vraiment notre futur. Et ça, je pense, c'est important de y aller. Et déjà au niveau européen, avec l'EFRA et ce qui passe au niveau européen. Mais vous n'avez pas parlé notamment de la Chine. La Chine a un plan donc 2025. Ils y vont à fond. Et c'est pas par hasard, par exemple, que KUKA, qui était un pilier technologique allemand, a été racheté par des Chinois. Voilà, c'est un signe. Donc au niveau européen, je ne parle pas au niveau français, au niveau européen, l'industrie du futur, au 4.0, peu importe comment on l'appelle, c'est notre futur. C'est une chance pour l'industrie. Il faut y aller. Mais les autres aussi, il ne faut pas croire. La Chine est à fond, l'Inde est à fond aussi. Et c'est normal, on est une planète, on est rond. Donc, allons-y. Merci. Oui, je partage en fait la vision mondialisée. C'est effectivement, on est peut-être français, on est certainement européen, et puis aussi on gravit dans un monde assez globalisé. Et les acteurs, on les trouve partout. Il n'y a pas de mauvaises idées. Bon, des fois, on peut effectivement arriver à des difficultés. On relève des défis. Mais quelque part, l'usine 4.0, c'est déjà l'usine qu'on connaît aujourd'hui. Et je suis vraiment impatient de passer à la suite aussi. La 5G pour les opérateurs télécoms. Simplement pour terminer, un remerciement au CITC pour l'organisation de l'IoT Week. Airbus était présent l'année dernière et on a trouvé que c'était vraiment très intéressant. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à participer cette année. Donc c'est un bel événement et ça permet vraiment de partager à différents niveaux. Donc merci et puis voilà, vous savez où vous me trouvez si vous êtes intéressé par travailler chez Airbus. Je vous remercie. Je suis désolé, on ne va pas pouvoir prendre de questions, mais on aura la partie networking tout à l'heure. Donc vous pourrez interpeller nos intervenants, ils sont là toute la journée. N'hésitez pas, c'est juste que là le timing avance, c'est pour ça que je n'ai pas posé la dernière question. Merci en tout cas de votre présence.